Alors, dans les 15 prochaines minutes, ou 20 prochaines minutes peut-être, je vais vous faire raconter une histoire finalement. L'histoire de l'implantation au Québec de la PFI, qui n'est pas prévention fruitière intégrée, malheureusement, c'est la protection, la production fruitière intégrée. Même moi, je me trompe dans le jargon. Donc, c'est une démarche qui nous vient d'Europe, qui a été implantée au Québec. Et tout d'abord, un mot sur le réseau pommier du Québec, qui est le regroupement, là, qui est l'instigateur, si vous voulez, un peu de la démarche. Le réseau pommier, c'est une organisation, un regroupement d'intervenants qui est présent sous ce nom-là depuis une quarantaine d'années au Québec, mais en fait, sous d'autres noms, là, ça fait depuis les années 30 qu'il est là. Mais sa mission a bien sûr évolué là, au fil des années. Présentement, on peut dire que les objectifs que vous voyez à l'écran sont ceux qui sont poursuivis par le réseau pommier, donc promouvoir des outils de lutte plus sécuritaires, favoriser le choix de pesticides plus respectueux de l'environnement, et faire connaître aussi les méthodes de travail appropriées avec les pesticides, puis proposer et développer, comme chercheurs aussi, des programmes de lutte aux ennemis à moindre impact. Donc, le réseau pommier existe depuis une certaine époque, comme vous pouvez voir, où les pulvérisations ou les arrosages, comme on les appelait, c'était plutôt considéré comme une bénédiction plutôt que comme un risque. Hein. Dans ce temps-là, les principes de la production intégrée non plus n'étaient pas très connus. Mais je trouvais que c'était bon quand même de regarder un peu le passé pour voir et de réaliser le chemin parcouru. Parce que oui, si on regarde assez longtemps en arrière, il y a du chemin parcouru. Alors, qu'est-ce que la PFI? Ben, peut-être qu'on pourrait commencer par la distinguer des autres termes qu'on entend. Là. Ce matin, en plus, on a entendu parler de gestion intégrée des ennemis des cultures. Mais là, moi, je vais éclaircir lutte classique, lutte intégrée et production intégrée. Alors, la lutte classique, c'est simple. On a un problème, on a une arme, on l'utilise contre le problème. Ensuite, on revient sur un autre problème qui se présente, et ainsi de suite. En pomiculture, ça peut être assez fréquent. Maintenant, il y a aussi la lutte intégrée qui est apparue dans les années 70 environ, où là, on a plusieurs armes, on a plusieurs cibles, on essaie d'intégrer ça dans un ensemble cohérent, de façon économique, respectueuse de l'environnement, sécuritaire et efficace. Déjà, il y avait deux mots de plus là, dans l'équation, c'est-à-dire sécuritaire et puis respectueuse de l'environnement. C'était déjà un avancé. Et on a la production intégrée qui est encore plus large finalement. Puis là, on y intègre à ça non seulement la lutte, mais aussi les autres aspects, les autres impératifs de production, comme la santé et sécurité, la durabilité de l'entreprise, etc. Alors, si on retourne au réseau pommier des années 30, les produits utilisés comme l'arséniate de plomb, qui était recommandé dans ces années-là, puis les méthodes d'application qui étaient préconisées, comme sur la fiche d'avertissement phyto qu'on voit là, c'était surtout la protection des arbres qui était visée, puis pas tellement la protection des utilisateurs. Hein. Vous voyez, dans le bas, c'est écrit là, éviter d'arroser vers l'heure du midi s'il fait très chaud. C'est pas pour protéger l'applicateur, mais c'est vraiment pour éviter les problèmes de phytotoxicité sur les pommiers. Ça, c'est d'autres images du Québec et du Canada des années 30 pour vous montrer un peu les façons d'appliquer les fongicides, les insecticides et autres produits. Mais à partir de 1975, le réseau pommier, là, tel qu'on le connaît, s'est restructuré puis s'est vraiment focusé sur une mission pour réduire l'utilisation des pesticides. Puis à partir de ce moment-là aussi, des années 75, c'est commencé à collecter des données sur l'utilisation des pesticides dans les vergers, dans une douzaine de vergers pilotes là, répartis à travers les régions pomicoles, puis c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors si on regarde l'évolution dans le temps du nombre d'applications, on ne remarque pas on ne remarque pas du tout en fait là, de réduction dans le nombre d'applications, au contraire. Par contre, si on regarde non pas en termes de nombre d'applications, mais en termes d'impact environnemental ou impact total, si vous voulez, des insecticides, là, on remarque une nette tendance à la baisse. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus loin quelle est cette mesure d'impact, le quotient d'impact environnemental, mais ça tient compte des risques, non seulement pour l'utilisateur, mais aussi pour le consommateur et l'environnement. Donc, c'est les risques au global. Encore un peu d'histoire ici, si vous voyez. Même dans les années 78, ça c'est les années 30, mais même dans les années 78, la plupart des années... Bon, c'est ça, je vais vous montrer un peu pourquoi je vous parle de ça. C'est qu'il y en a qui me demandent c'est quoi ces pics-là, des années 78? Dans ces années-là, il y avait encore le DDT, puis il y avait encore l'arséniate de plomb, là, donc c'était la dernière année d'utilisation au Québec. Si on regarde les fongicides, je vous ai parlé des insecticides. Les fongicides, on remarque que premièrement, on remarque que l'impact est vraiment 1000 fois moindre si on utilise le quotient d'impact environnemental pour le mesurer, puis on ne remarque pas
de tendance précise. Et si on va dans la production bio, vous savez pourquoi c'est de la production bio? Cheval est présent. Et là, on remarque que c'est vraiment un système différent au niveau des fongicides, puis on ne remarque pas du tout le même genre d'évolution. La question qu'on s'est mis à se poser dans les années 2000, en fait, c'est parce qu'il y avait une stratégie phytosanitaire avant les années 2000, la première stratégie qui tentait de mesurer des gains en termes de quantité de matière active réduite à l'hectare. On a commencé dans ces années-là au ministère aussi à se demander, on ne devrait pas plutôt réduire les risques. Puis ça, on peut l'illustrer de façon assez spectaculaire si on regarde un exemple. Comment on lutte contre un des insectes du pommier, c'est un des nombreux insectes sur lesquels on doit agir en pommiculture, la tordeuse à bande oblique, c'est un insecte coriace. Il y a 3 stratégies de présenter. C'est-à-dire 3 produits différents. Le méthomyl, qui est un carbamate, un spinosade, qui est une spinosine, un peu plus moderne, et le BT, insecticide biologique par excellence. On voit leur impact, c'est la colonne bleue, sur une échelle logarithmique. Là. Et ce qu'on voit, c'est que si on utilise le spinosade pour une application, en fait, on pourrait en faire 71 applications de ce produit-là pour avoir l'impact d'une seule application de méthomyl. Et si on utilisait le BT, on pourrait en faire des centaines d'applications avant d'obtenir un impact équivalent à une application de méthomyl. Donc, alors que même certains ravageurs du pommier manifestaient là, pour faire bannir certains pesticides, il y avait en Europe des chercheurs, des scientifiques qui ont développé le programme de la production fruitière intégrée. Alors, là, ce que je vous voyez sur l'écran, c'est dans le fond le premier programme de production fruitière intégrée en Europe. Il est né en Europe, c'est le cahier vert. Là. Donc, en Europe, il est apparu en 1994, puis on en est rendu à la 5e version qui va apparaître en 2015. Au Québec, la première version, on l'a créée en 2001. Et puis, on a fait quelques mises à jour et le dernier programme a été produit en 2010. En parallèle, à travers le Canada, il y avait une initiative nationale et on a aussi développé un cahier national, général, plus général, là, sur les lignes directrices pour la PFI. Moi, je vais vous raconter l'implantation de cette méthode de production en 5 phases. La première phase, ça a été la tenue d'un atelier qui a été organisé conjointement par l'IRDA, mais avec la collaboration de la Fédération des producteurs de pommes et du Fonds mondial pour la nature du Canada, où là, on a parlé pour la première fois de PFI aux producteurs du Québec. À travers cette phase-là, il y a eu aussi une conférence nationale sur la PFI, puis il y a eu la formation du comité sur la PFI au Québec, là, qui regroupait 18 personnes impliquées dans le domaine, soit des chercheurs, des agronomes, des producteurs. Et le comité était vraiment piloté conjointement par l'IRDA et la Fédération des producteurs de pommes. C'est vraiment cette connexion-là là, entre la recherche et l'industrie qui, selon moi, est une des clés, puis ça a été une des raisons du succès de notre démarche. Là. Deuxième phase d'implantation, en 2004, des formations régionales. Pour ça, on a impliqué des formateurs qui étaient des conseillers en pommiculture, 4 à 8 formateurs par journée de formation, puis il y a eu des journées de formation dans chacune des principales régions pommicoles du Québec. Avec ça, il y a eu 200 producteurs environ qui ont suivi une formation vraiment détaillée sur la PFI. Et à la suite de la formation, ils recevaient une affiche couleur, qui avait cette apparition, une grande affiche couleur, qu'ils pouvaient afficher à leur clientèle s'ils désiraient, là, pour démontrer leur implication en environnement, développement durable, en PFI. La troisième phase, c'était celle de développer une méthode de classification des pesticides en 3 catégories, les verts, les jaunes, les rouges. Vous pouvez vous douter que ça signifie les verts, ceux qui sont favorisés en PFI, en jaune, ceux qui sont acceptés ou tolérés, puis en rouge, ceux qui ne sont pas conformes. Ça, c'est une composante de base de tous les programmes de PFI à travers le monde. Mais ça nécessite, c'est aussi une façon hyper rapide puis simple pour le producteur, ultra simple, de pouvoir l'aider à cibler les produits qu'on considère qu'ils devraient privilégier en PFI. Ça prend par contre un outil de mesure objectif pour parvenir à faire cette classification-là, pour pas que ça soit trop sujet à, disons, les pressions indues de l'industrie phytochimique, par exemple, qui évidemment ne souhaite pas qu'on classe un de ces produits dans la catégorie rouge. Fait qu'on a à l'époque utilisé le quotient d'impact environnemental, c'était développé par Joe Kovacs, on l'a adapté pour les vergers.
Ça considère une série de paramètres là, que vous pouvez voir, là, que vous allez sûrement reconnaître, les gens en santé et sécurité ou en toxicologie. Donc, des risques pour l'utilisateur, des risques pour le consommateur et des risques pour la faune terrestre et aquatique. Ça, c'est les facteurs en rouge. Et en bleu, c'est les deux paramètres qu'on a ajoutés dans l'équation. Donc, à cette époque-là, c'était l'indicateur qui était disponible aussi. Il était maintenu à jour par l'auteur, on y avait accès, c'était intéressant. Par contre, en parallèle, vous en avez entendu parler déjà, l'IRPEC est en train de se développer, donc un indicateur de risque québécois. Et puis, on a sauté dans le train quand ça a été disponible. On a adopté l'IRPEC parce que aussi on a fait des vérifications, puis il y avait une bonne corrélation aussi entre les deux indices. Mais cet indice-là, l'IRPEC, évidemment, est maintenu à jour, donc on est content de l'utiliser. Puis, on a publié à l'IRDA la méthode de classification officielle des pesticides en 3 catégories. On voulait faire ça de façon officielle parce qu'encore une fois, on veut se mettre à l'abri d'accusations ou de pression de la part de l'industrie. Donc, on a vraiment une méthode qu'on veut le plus objective possible pour classer ces produits en 3 catégories. Et on fait une révision annuelle en fonction des nouvelles données de l'IRPEC et des nouveaux produits disponibles. 4e phase, c'était une enquête. Alors, c'est une enquête qui visait à mesurer le taux d'adoption de la PFI dans les vergers du Québec. Ça a été fait en 2007, donc déjà quelques années après les démarches. En fait, pour être franc, il y avait déjà eu une petite enquête en 2004 de fait, mais le programme n'était pas complet à ce moment-là. Alors, en 2007, on a fait une enquête plus systématique sur tous les aspects du programme de PFI. Et puis, on passait un questionnaire. Donc, vous voyez la section santé et sécurité du programme, là, donc les pratiques 119 à 127 sur un programme qui en comptait à peu près ça, je crois, 127 pratiques. Donc, il y avait ce nombre de pratiques-là qui traitaient de la santé et sécurité. Et ça se faisait par le biais vraiment de rencontres en tête-à-tête entre le producteur et un conseiller pomicole. Et cette façon-là de faire, on avait jugé au comité que c'était la meilleure façon d'aller chercher des réponses le plus honnêtes possible. OK. Donc, la principale pratique à améliorer au niveau de la santé et sécurité, c'était l'affichage. Tout à l'heure, on a entendu parler, c'est une des mesures qu'on peut le producteur peut afficher quand il y a un risque dans un endroit visible, les procédures en matière de santé et sécurité, aussi en matière d'hygiène, puis les mesures d'urgence. Alors, 60% des producteurs, à cette époque, en 2007 du moins, ne le faisaient pas, jugeaient que c'était pas prioritaire, simplement. Il y a aussi une série d'autres pratiques là, sur lesquelles on pouvait agir, c'est-à-dire une exploitation sur 5. Dans une exploitation sur 5, les travailleurs n'avaient pas accès facilement à une trousse de premiers soins. Et la même proportion aussi qui ne recevaient pas de formation sur les mesures d'hygiène ou qui ne disposaient pas d'installations sanitaires appropriées là, avec savon et lotion désinfectante. Si on regarde l'enquête en général, là, séparée dans ces différents thèmes, on a remarqué aussi que les producteurs suivis par un service conseil, club d'encadrement technique, peu importe, obtenaient des meilleurs scores. On a aussi remarqué que si on regardait le score de 2004, on avait aussi fait un progrès sur les thèmes sur lesquels on avait enquêté pendant les 2 fois, finalement. Dernière phase de l'initiative, c'est ça, de la production d'outils, de guides, d'affiches, tout ça pour aider les producteurs à suivre le programme. Le pivot central de cette phase-là, c'était la production d'un guide de référence en production fruitière intégrée. C'est un guide qui a pris 4 ans à rédiger, qui contient 484 pages, divisé en 121 fiches. Il y a 17 de ces fiches-là qui sont reliées, si vous voulez, à la santé et la sécurité. C'est les fiches que j'ai fait afficher à la droite là, du guide. Mais toutes les fiches portent sur tous les autres aspects de la production, là, que ce soit le dépistage des insectes, le mélange des pesticides, la récolte, la pollinisation, la fertilisation, etc., etc. Disons que la partie santé-sécurité, c'était vraiment un ajout pour les producteurs par rapport à la dernière version des guides de production qui était disponible. On produit aussi des affiches, une fois par 2 ans. Une affiche sur la PFI qui a 2 buts. Dans le fond, on veut, premièrement, sensibiliser les producteurs à certaines pratiques qu'on avait peut-être remarqué qu'il y avait besoin d'un peu de sensibilisation, faire des gains. Puis la fiche aussi, elle permet de publier une mise à jour de certaines données qui sont sensibles aux mises à jour, là, comme les cotes de toxicité des pesticides. C'est quelque chose qui est important de publier à chaque année, de mettre à jour à chaque année. Et finalement, un site web.
On a cette année créé un site web dédié à la PFI. Le site il contient une version du guide de PFI qui est constamment mise à jour. Il contient aussi d'autres choses, comme des avertissements phytosanitaires, des prévisions de risques, des vidéos éducatives, puis un forum de discussion aussi qui est en construction. Les membres producteurs de pommes ont adopté une résolution il y a quelques années qui visait à développer une certification et un cahier de charges en PFI. Par la suite, ils ont décidé de le proposer comme une mesure volontaire, mais néanmoins, le cahier de charges est écrit. Et même s'il n'y a pas de logo qui correspond officiellement à une production PFI, il y a quand même déjà des groupes de producteurs. On m'a appris tout à l'heure qu'il y a des groupes de producteurs qui l'adoptent comme mesure volontaire, là, donc le cahier de charges pour s'auto-certifier membre PFI. Alors, sur ça, on va faire le générique de fin, puis merci.